Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Santé, société et culture. Collection dirigée par Jean Nadal. Peut-on être à l'écoute de la souffrance, en comprendre les racines et y apporter des remèdes hors d'un champ culturel et linguistique, d'un imaginaire social, des mythes et des rituels? Qu'en est-il alors du concept d'inconscient? Pour répondre à ces questions, la collection Santé, société et culture propose documents, témoignages et analyses qui se veulent être au plus près de la recherche et de la confrontation interdisciplinaire. Déjà paru. Michel Guillinhurlin, l'image en art-thérapie et son au-delà. Les photographies comme médium relationnel, 2010. Joël Derix, voix et estime de soi chez des enfants ayant vécu d'abus sexuels, 2010. Renaud Gaucher, la psychologie positive. Ou l'étude du meilleur de nous-mêmes, 2010. Françoise Zanier, éclectisme et intégration en psychothérapie. Intérêt et enjeux d'une profession, 2010. Jean-Jacques Weisbuch, processus d'humanisation, devenir et être adulte, 2010. Anne Blanchard-Raymond, psychiatre, plombier de l'âme, 2010. Nosrat Pesschkian, l'utilisation d'histoires orientales dans la psychothérapie positive. Le marchand et le perroquet, 2009. Marcel Mogin, être psychothérapeute autrement. De l'écoute à la rencontre, 2009. J.C. Meyer et M. HGAMBSLAUTIER, de la psychanalyse à l'autonomie, 2009. Michel Lobreau, la puissance des rêves, 2009. Pierre Dallance, Souladir. L'unité de l'éros. Regard sur l'analyse relationnelle de la vie amoureuse, 2008. Xavier Saint-Martin, l'appareil psychique dans la théorie de Freud. Essai de psychanalyse cognitive, 2007. Sarapin, les fondements de l'art-thérapie, 2007. Roland Brunner, Narcisse chez le psychanalyste, 2007. Préface d'introduction. Édith Lecourt. Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université Paris-Descartes. Cet ouvrage apparaît comme l'aboutissement d'années de recherche théorico-clinique. Il est fermement enraciné dans les expériences cliniques de l'auteur en gérontologie et gériatrie comme en soins palliatifs, mais aussi dans le domaine scolaire, en classe relais ou encore en psychiatrie, avec des individus, enfants, adultes, et dans des dispositifs variés. Entretien individuel, groupe thérapeutique, musicothérapie, intervention institutionnelle. Dominique Perrouot est depuis des années déjà à la recherche d'un contenant mathématique, c'est-à-dire suffisamment abstrait et généralisable, par-delà le domaine plus spécialisé de la psychologie clinique. Sur ce chemin, il a eu quelques illustres prédécesseurs comme Cal Lewin ou encore Gilles Lacan, pour ne citer qu'eux. Il s'inspire ici particulièrement de la théorie des ensembles de G. Cantor. Il aboutit enfin dans cet ouvrage avec un équilibre remarquable entre théorie et clinique. Ainsi, dès l'introduction, ce qui est original, la clinique est-elle précisément mise en perspective, amenant tout de suite le lecteur au cœur des situations qui illustrent la problématique de la contenance. Ce concept, somme toute banal, a été mis en valeur par W.R. Bion, psychiatre psychanalyste britannique, à partir des failles de la contenance, c'est-à-dire des conséquences sur le plan psychique notamment de manque ou de la rupture de cette fonction fondamentale de l'environnement de l'enfant. Déjà Winnicott considérait la mère suffisamment bonne, comme base de la première contenance du bébé. C'est l'état de totale dépendance du petit humain, qui crée à la fois sa grande fragilité et la richesse de son potentiel de développement. Ce dernier dépend de la qualité de la réponse à ses besoins fondamentaux de nourrissage, de soutien physique, et de la contenance de ses états psychiques, angoisse, détresse, excitation. Desanzieux, psychologue et psychanalyste français, a développé le concept d'enveloppe psychique, pour rendre compte de façon métaphorique d'un ensemble de fonctions indispensables au bon fonctionnement psychique. L'une d'elles, la contenance, est très importante puisqu'elle se trouve liée à la détermination de la limite entre l'individu et son entourage. On trouvera dans cet ouvrage une étude approfondie de ce concept et une présentation des développements qui l'autorisent tant sur le plan de la théorie que sur celui des applications. C'est ainsi qu'il prend sens dans le soin aux patients, mais aussi dans la qualité de la relation thérapeutique,
la fonction contenante du thérapeute, dans le dispositif thérapeutique lui-même, les conditions nécessaires à cette qualité de contenance. Enfin, son utilité s'élargit aux familles, aux institutions et aux dimensions sociales et culturelles. Chaque individu participe de ces différents niveaux et s'en trouve donc à la fois dépendant et acteur. Car il n'y a pas une seule contenance mais généralement plusieurs et qui se trouvent souvent en décalage, opposition, conflit. Or il ne suffit pas d'accumuler les contenances, d'en rajouter, pour résoudre le problème posé, comme l'ajout d'un nouveau niveau hiérarchique par exemple. D'où la nécessité d'un positionnement tiers pour contenir les oppositions, les contradictions, offrant ainsi des modalités de l'articulation, de la composition ou recomposition, de la gestion des emboîtements, de l'ouverture à de nouvelles contenances, la création d'une place laissée à l'émergence. Au début du siècle précédent, la fonction de contenance était dévolue, simplement, au moi. C'était lui le grand chef. Le moi portait l'unité de la personne et sa force, Janet, était garante de l'harmonie mais aussi de la contenance. Ainsi les maladies mentales étaient-elles le produit d'une faiblesse du moi qui dans certains cas, psychose, allait jusqu'à la désorganisation complète, l'automatisme psychologique de Janet. Le développement de la psychanalyse est venu complexifier ce modèle et défaire cette belle unité pour introduire le conflit comme fondement du fonctionnement psychique. La théorie systémique a aussi fait son apparition dans une recherche de sortir d'une approche centrée sur l'individu seul, pour ouvrir une compréhension plus large des interactions, notamment au sein de la famille. On peut dire que le système est une forme de contenance, même si l'auteur de ce nouvel ouvrage ne s'appuie pas sur ce modèle. Partie de la notion de contenance développée par W.R. Bion, Dominique Perrouot utilise principalement les références à G. Cantor, H. Wallon, D. Anzieux, B.J. Bello, RKS et G. Deleuze. La pensée de la mondialisation confronte l'individu, mais aussi les groupes et les institutions à ce nouveau contenant, le monde. Mais ce contenant est si large que, plutôt qu'une sécurité, qu'une protection, il suscite des sentiments de perte des repères, d'angoisse de dilution, de disparition. La mondialisation ne fait-elle pas ressurgir des réflexes protectionnistes, nationalistes, corporatistes, communautaristes ? C'est-à-dire qu'une enveloppe trop large, qui se veut exhaustive, même comme idéal d'une totale maîtrise du monde par l'homme, ne peut exercer efficacement les fonctions de contenance. La mondialisation introduit en effet, et pour la première fois, une enveloppe qui n'aurait pas d'extérieur puisqu'elle englobe le monde lui-même. On ne s'étonne donc pas d'observer ces tentatives de repli dans de plus petits contenants, mais aussi de voir l'accélération des recherches sur l'existence d'autres mondes, et peut-être habitables. C'est dire l'actualité de cette réflexion. Contenir ne suffit pas. Comme l'ont montré des auteurs comme W.R. Bion et RKS, il faut une fonction de contenance, c'est-à-dire quelque chose d'actif, de vivant, pas seulement un contenant matériel, associé à une fonction conteneur, soit une mise en travail psychique. L'expérience des institutions de soins illustre souvent ces différences. Une pièce confortable pour recevoir un groupe de patients et le rassemblement de quelques individus ne suffisent pas à faire un groupe. De plus, un groupe de patients peut fonctionner pendant des années sans avoir les qualités nécessaires pour être thérapeutique. Il est un bon contenant, c'est tout, mais aussi certaines institutions, à certains moments de leur fonctionnement, ne sont pas prêtes à supporter un groupe thérapeutique. Comme nous l'avons déjà souligné, Dominique Perrouot ne reste pas à l'analyse abstraite, spéculative, aux modèles et aux schémas qu'il propose judicieusement. Il montre l'utilisation possible sur des situations concrètes et ouvre des perspectives cliniques, comme dans les situations interculturelles, intergénérationnelles, familiales ou institutionnelles, par exemple. Le nombre et la richesse des situations cliniques qui illustrent les propos invitent aussi le lecteur à un positionnement vis-à-vis de situations très variées, du transsexuel aux bandes de quartier, en passant par les situations familiales complexes, les situations interculturelles, les emboîtements des contenances dans les institutions comme dans les familles, la gestion des associations, etc. La contenance tierce est proposée comme réponse au conflit. Elle offre une articulation entre deux ou plusieurs contenances dans un nouveau contenant plus large, qui porte la fonction de tiers. On pense ici à cette nouvelle profession de médiateur, apparue ces dernières années, et qui n'est pas sans rappeler la position du sage, de l'ancien des cultures traditionnelles.
La contenance est ici déclinée dans ses diverses formes, simples, plurielles, tierces, etc. Déjà en 1912, le psychologue Tellips observait l'insuffisance du modèle associationniste, association par contiguïté, par ressemblance, etc., alors en vogue. Il observait que le processus des associations d'idées n'était pas rendu dans sa complexité. Il devait exister un tiers, externe aux deux idées, mots, associés l'un à l'autre, tiers avec lequel chacune de ces idées était en relation. C'est de ce tiers que l'association détiendrait sa force. Et pour en rendre compte, Tellips s'appuyait sur le paradigme musical de la note fondamentale, note non jouée mais présente dans chacune des notes de l'accord. Cet élément tiers n'apparaît donc pas, mais est en résonance avec chacun des autres. Tellips se saisit de cette observation pour l'appliquer aux associations d'idées. Chaque idée est en relation avec un élément tiers commun aux deux idées, élément non exprimé et non conscient. Freud fut particulièrement sensible à cette argumentation. En effet, ses correspondances avec W. Fliss nous apprennent que c'est à ce chapitre précis qu'il abandonna la lecture de cet ouvrage de Tellips. Cette trop grande proximité avec ses propres recherches sur l'inconscient pouvait en être la cause. On trouve bien ici cette tiercéité au cœur de l'ouvrage de Dominique Perrouot. Freud inclura cet inconscient dans un contenant plus large, l'appareil psychique individuel, comprenant le ça, le moi et le surmoi, soit aussi le conscient, le préconscient et l'inconscient. Depuis, RKS a proposé un contenant encore plus large puisqu'il s'agit du groupe, avec le concept d'appareil psychique groupal, construction psychique des membres d'un groupe par projection de leur propre groupe interne. On aboutit ainsi à un degré supérieur de complexité du modèle, en même temps qu'à une meilleure compréhension des situations cliniques. J'évoquais en 2007, à la suite des publications du philosophe Morin, la nécessaire recherche pour le clinicien d'un modèle qui rende compte de la complexité du travail clinique, et m'appuyais sur le modèle polyphonique de la structure musicale, structure qui offre, en plus du phénomène de résonance souligné par Tellips, toutes les formes de regroupement des voix, instruments, parties, soit toutes les formes de relations entre deux ou plusieurs individus, de l'isomorphie de L', unissons à la plus grande polyphonie, c'est-à-dire au maximum de différences, timbres, textes, langues, mélodies, rythmes, qu'il soit possible de contenir dans un ensemble musical, 1994, 3. Dominique Perrouot, psychologue formé à la musicothérapie, utilise cette dernière dans certaines de ses pratiques cliniques. Les modèles sont des outils de pensée très précieux, notamment pour celui qui se trouve confronté à des situations difficiles, conflictuelles, voire traumatiques. Ces différentes mises en perspective n'offrent pas qu'un plaisir intellectuel, mais ouvrent des voies de compréhension nouvelles de la complexité des situations conflictuelles de l'individu, de la famille, du groupe, des institutions, dans leurs articulations aux sociétés et aux cultures. Cet ouvrage sera très utile à tous les lecteurs à la recherche d'une lecture des phénomènes relationnels qui ne soit pas simpliste, réductrice par souci de rentabilité immédiate, mais qui ouvre plutôt à la dimension du sens, à une mise en perspective qui offre à chacune des personnes concernées l'occasion de se repositionner. Un Lips des Grundtatsachen des Seelenlebens, Bonn Verlag von F. Cohen 1912. 2. Le coureux, l'individu en situation, la formation à la clinique des groupes et des institutions, ou comment enseigner la complexité clinique, INJP Martinoé. À Savet la formation professionnelle et les fonctions des psychologues cliniciens, Paris l'Harmattan 2007. 3. Le coureux l'expérience musicale, résonance psychanalytique, Paris l'Harmattan. La contenance tierce. Introduction. L'évolution sociale actuelle révèle quelques questions fondamentales pour l'être humain, quant à sa place dans l'humanité qui l'entoure. Entre individualisme et collectivisme, égoïsme et solidarité, personnalité propre et entourage, image sociale et milieu, l'homme du XXIe siècle se cherche une place dans un large contexte qui va de l'isolement à la mondialisation. Par qui ou par quoi cet homme est-il concerné ? De quelle réassurance a-t-il besoin pour être bien dans sa peau ? De quelle représentation dispose-t-il pour se figurer lui-même, se donner une image dans son environnement ? Au-delà de ces interrogations, il a compris, grâce à l'approche introspective puis à la psychanalyse, que l'individu qu'il était devait précisément se diviser pour être sujet, et que les groupes qu'il formait avec d'autres pouvaient avoir une seule et même personnalité, morale notamment.
Plus on dit que l'individualisme se développe et plus les hommes se ressemblent, fondus dans un moule imperceptible qui les aliène à l'actuel, en projetant au-devant des fantasmes celui du clone. Toutes ces questions interrogent la notion de frontière, de limite, de distinction entre l'interne et l'externe, de séparation. Comment alors trouver un modèle qui permette de penser ces questions à partir d'un même processus, puisque la problématique semble s'appliquer à tant de champs a priori distincts? Quel concept suffisamment transversal sera susceptible de rendre compte des processus qui se jouent aux limites de l'homme, en toutes circonstances? Il semble que celui de contenance soit assez dynamique pour traduire, dans la diversité des situations, les procès qui s'actualisent dans la confrontation à la limite. La contenance est en effet la capacité à contenir dans des limites. Contenir est ici à prendre de manière étymologique, c'est-à-dire à tenir avec, tenir ensemble des éléments qui peuvent être séparés. La définition est alors à décliner dans le champ de l'homme et ouvre un vaste programme d'études, celui de la capacité d'un système humain à maintenir ensemble des éléments séparables. De ce point de vue, la contenance répond d'abord à un risque ou une crainte d'explosion. C'est une défense contre la dispersion ou l'éclatement pour un groupe, le morcellement pour un individu, la déliaison pour une relation, la désunion pour un couple. C'est sans doute parce que l'unité individuelle de l'homme s'est vue remise en cause que cette crainte archaïque remonte ainsi à la surface des interrogations humaines. C'est aussi pour cette raison qu'une conception générique doit pouvoir y répondre, l'unicité du modèle renvoyant alors directement à la dimension méta-individuelle du questionnement. Certes, la transversalité d'un modèle en restreint les applications trop particulières, mais elle en assure la valeur heuristique dans l'approche de questionnement soulevé par un même et primaire fantasme, celui de la disparition, que ce soit celle de l'individu ou de l'espèce, et du retour au chaos. Il faut alors se pencher sur les conditions de la transversalité de la contenance, et sur les types de problématiques qu'elle permet d'approcher. Nous verrons comment il est utile de référer cette question à celle des définitions, c'est-à-dire à l'ouverture des concepts eux-mêmes, la contenance et la contenance psychique en particulier. La confrontation des différentes contenances nous mènera à en étudier les articulations, là encore avec une modélisation qui permette une approche la plus large possible des processus mis en jeu. Les illustrations cliniques viendront ensuite soutenir la prégnance du modèle. On verra alors comment la composition des contenances, en particulier dans la contenance tierce, introduit des potentialités de processus symboliques qui ouvrent sur des propositions intéressantes dans le domaine des conflictualisations humaines. De la diversité des questions de contenance. Quelle contenance existe aujourd'hui pour les jeunes, pour l'emploi, pour les SDF, les exclus ou les rejetés, ceux qui souffrent dans le mal-être ou la maladie, les nourrissons qui découvrent le monde et plus généralement ceux qui se cherchent un lieu où vivre? Quelle contenance existe pour les institutions, les structures de la société? Cette question globale, sociétale autant que sociale aujourd'hui, renvoie la société des hommes à ses références, ses cadres, ses idées et les hommes eux-mêmes à leur place, leur rôle, leur existence propre. L'éclairage des psychistes peut avoir aujourd'hui valeur, sinon d'exemple, au moins d'alerte, d'éveil à un regard plus clinique, c'est-à-dire plus centré sur les personnes et à travers elles ce qu'elles expriment de leur malaise. Un regard plus centré sur les groupes de personnes et leurs divers fonctionnements, tant l'intrication de l'individuel et du groupal se fait sentir dans ses souffrances. La notion de contenance peut apporter un angle de vue différent qui permettra d'entrevoir, ou au moins de chercher autrement, des solutions adaptées à ces problèmes généraux dans leur expression concrète, celles que vivent des personnes, des familles ou d'autres groupements. L'idée de contenance peut en effet aider à comprendre les modes de fonctionnement conflictuels ou à l'inverse de déni, de certains groupes ou de certaines personnes en formalisant une approche subjective des liens établis et des cadres qui y sont attachés. Elle permet notamment d'envisager la dépendance sous un angle aussi bien positif que négatif en y intégrant l'idée même de conflit, à partir de la question de la confrontation de contenances distinctes, qui implique des remises en cause de repérage, de limites, d'images et de cadres. C'est en tant que psychologue clinicien, que praticien, que j'ai été amené à m'interroger sur un modèle d'approche des confrontations de contenance. J'y ai été sensible aussi bien en ce qui concerne des associations, dans leur rapport de rivalité, de dépendance, etc.,
notamment au sein d'un CREE, Centre régional d'études et d'action pour les handicaps et les inadaptations, que des familles amenées à rencontrer un juge des enfants parce qu'un enfant symptôme vient exprimer un malaise lié à son fonctionnement. Enfin, sur un plan plus individuel, en ce qui concerne des personnes meurtries dans leur identité, leur unité ou les relations avec leurs proches. L'articulation des contenances, dans les groupes et pour les individus, doit alors être prise en compte, en simultanéité comme en succession. Tel enfant issu d'une famille, d'un pays, est soudain déplacé, transplanté dans un autre pays, une autre famille. Déraciné, il s'adapte difficilement et se retrouve placé dans une famille d'accueil, puis une institution pour enfants en difficulté sociale et son cheminement ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'il est dans un lieu, il est pourtant dans un cadre social déterminé, un contenant pour lui, avec une adresse et des personnes qui proposent une éducation. Mais à chaque explosion du cadre, un autre cadre est mis en place, un relais est assuré, souvent sans continuité, sans analyse, sans discussion, sans confrontation, sans conflit autre que de contenu à contenant, d'enfant à adulte, de cas social ou psychiatrique à structure sociale. Il continue alors à errer d'un contenant à un autre, sans vraiment s'y trouver contenu. De l'intérêt clinique de la contenance. L'intérêt de cette approche clinique est de montrer en quoi il est aujourd'hui nécessaire de se décentrer de la seule prise en compte du sujet, pour comprendre une situation de malaise ou de dysfonctionnement. Si la clinique est affaire de praticien au chevet du patient, elle se doit d'observer également son environnement, son anamnèse et pas seulement ses symptômes et son vécu propre immédiat. S'intéresser à la contenance, c'est prendre en considération le lien entre la personne et son entourage, entre l'interne et l'externe proche. On verra alors que la contenance est à appréhender comme relation entre un contenant et un contenu, dans le méta du psychisme humain. L'expérience pratique est riche en situations où ces repérages peuvent être sollicités. Nous présenterons ici quelques observations qui amènent des questions de contenance à être formalisées dans une problématique d'articulation. Les exemples cliniques qui suivent vont montrer en quoi la superposition de contenance implique une problématique de confrontation de celle-ci par rapport à un champ déterminé, associé à un sujet, qu'il soit individuel ou de groupe. Les cas présentés concernent des superpositions de cadres contenants liés à la population prise en charge, l'action menée, la limite de compétence, la distinction entre l'interne et l'externe. 1. L'intervention en gérontopsychiatrie. Dans les activités de secteur en psychiatrie adulte, l'équipe est confrontée au vieillissement de la population. Cela a amené dans notre secteur divers aménagements. D'une part en interne, avec certaines spécialisations, notamment l'affectation d'un poste d'infirmier de secteur extra-hospitalier à un travail plus spécifiquement destiné à prendre en charge les patients âgés de la psychiatrie. D'autre part en externe, un service de gérontologie, nommé coordination gérontologique, s'est ouvert, venant renforcer à l'hôpital les services de gériatrie déjà existants. La nécessité de prise en charge coordonnée, dite actuellement partenariale, et les financements prévus à cet effet, ont créé une superposition de cadres liés à la population prise en charge que sont les patients âgés de la psychiatrie. Cela définit la place de la gérontopsychiatrie. Dans notre pratique, au CMP, une fois par semaine les cas particuliers sont exposés à l'ensemble de l'équipe qui joue un rôle de tiers, renvoyant aux soignants ce qui s'exprime de la relation entre soigné et soignant. En réunion, l'infirmier qui occupe le poste évoqué plus haut expose un cas qui lui pose question. Une femme de 92 ans, Madame A, qui habite un endroit assez isolé, a fait l'objet d'une demande de protection tutélaire. Elle a de nombreux biens. Sa fille, qui habite Paris, vient peu souvent la voir et c'est sa petite-fille, qui se rend à toutes les vacances scolaires en Limousin chez sa grand-mère, qui est à l'origine de la demande. Elle craint que son beau-père, nouveau mari de sa mère, essaie de mettre la main sur ses biens. C'est sa grand-mère qui finance en partie ses études. Le psychiatre qui fait l'expertise à la demande du juge des tutelles a préconisé une tutelle, et comme il est également responsable de l'équipe de secteur extra-hospitalier attachée au CMP, a proposé l'intervention de l'infirmier pour faire accepter à cette femme la venue des intervenants sociaux à son domicile et éventuellement, préparer une institutionnalisation. Elle présente quelques symptômes de démence avec des éléments délirants. Un tuteur est nommé,
bien accepté par Madame A qui regrette pourtant de ne plus maîtriser ses dons d'argent, notamment à sa petite-fille. Une travailleuse familiale intervient pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Elle l'appelle par son prénom, et la relation est positive. Le médecin traitant y a plus difficilement accès. Tout cela commence à faire beaucoup et parfois, Madame A n'ouvre pas sa porte. L'infirmier de secteur y va une fois par semaine, et elle accepte toujours sa venue. Elle a en fait une propriété dans le Nord, qui lui vient de son mari décédé il y a environ 3 ans, un appartement à Paris où elle a exercé avec son époux le métier de fleuriste pendant environ 30 ans. Ils ont ensuite acheté une propriété en Limousin, terre des origines, pour faire l'élevage de moutons pendant encore autant de temps. Actuellement, elle est seule, a encore quelques moutons dont elle ne parvient pas à s'occuper réellement. Lors d'une tempête et pendant un congé de maladie de la travailleuse familiale, son chauffage tombe en panne et elle est découverte en début de semaine en hypothermie à 35 degrés. Elle est hospitalisée, puis revient à son domicile. Il est préconisé le maintien à domicile, mais avec un certificat pour l'intervention d'une infirmière pour sa toilette. Elle s'oppose de plus en plus aux interventions extérieures et il est alors envisagé une HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers, sauf si l'infirmier psychiatrique de secteur parvient à la convaincre d'être hospitalisée dans un service de médecine. L'équipe de secteur renvoie à l'infirmier l'absence d'un cadre psychiatrique pour son travail, à partir d'un objectif du secteur. Le psychiatre qui lui a demandé d'intervenir n'a pas mis en place de suivi psychiatrique car il ne l'a vu que dans le cadre privé de l'expertise. La demande avait un objectif social, faire accepter à Madame A les interventions. Celui-ci a d'ailleurs été atteint. Cette absence de cadre psychiatrique d'intervention amène l'apparent paradoxe de la proposition. Faire une HDT, donc psychiatriser le cas, sauf si l'infirmier psychiatrique parvient à la persuader pour une hospitalisation en médecine. La substitution d'un cadre à un autre que le psychiatre a mis en place, sans superposition qui puisse articuler les contenants, a créé cette situation qu'on pourrait dire de décontenance. Mais à partir de là, la question posée est celle de la confrontation des contenants. La gérontologie d'une part qui propose des interventions à domicile, la psychiatrie d'autre part qui intervient dans un autre cadre. Mais l'infirmier, lui, se trouve dans la même action à devoir répondre aux deux cadres distincts alors que la relation qu'il établit avec la personne âgée est unique. C'est alors cette relation qui est susceptible de déplacement pervers, d'induction paradoxale ou d'emprise. La confrontation des contenants est ici à mettre en évidence pour que le travail commun aux deux approches et le travail en commun des deux services puissent être identifiés. Dès lors, il sera possible de différencier les actions et éventuellement d'en diminuer le nombre. 2. La classe relais et la superposition des ministères. La nécessité d'articulation entre le travail des professionnels de la justice et de ceux de l'école a souvent été pointée depuis plusieurs années. Dans les années 90, une idée a permis de mettre en œuvre une telle articulation, créer une structure qui dépend en partie de l'éducation nationale et en partie de la justice. Les ministères correspondants ont alors demandé, au niveau départemental, que l'inspection académique et la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse organisent ensemble ce qu'on appelle une classe relais. L'objectif de ces classes est de prendre en charge des enfants déscolarisés alors qu'ils ont moins de 16 ans, et sont donc encore soumis à l'obligation légale de scolarisation. Le but est de leur permettre de réintégrer un établissement scolaire ordinaire. Le problème est que chaque ministère veut garder ses prérogatives, alors le personnel sera pour partie de l'EN. Éducation nationale, et pour l'autre de la PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse. Rapidement on trouve un lieu, on nomme des gens et l'on fournit aisément une liste d'enfants concernés. Administrativement, tout cela est possible. Mais il n'y a pas eu de projet élaboré préalablement par les acteurs directs de l'action à mener, que sont les enseignants et les éducateurs. S'il était aisé sur un plan organisationnel, de nommer des fonctionnaires et des lieux, cela ne pouvait l'être pour les objectifs opérationnels et les actions concrètes qui, elles, ne pouvaient être définies qu'à partir des problématiques présentées par les jeunes et observées par les travailleurs sociaux. Or,
La prise en charge éducative mise en place par les éducateurs spécialisés de la PJJ ou par les enseignants de l'AN renvoie à une pratique très différente dans les deux cas et à des cultures, ici de ministères, également distinctes. La première se fonde sur la protection individualisée d'un jeune singulier, la seconde sur l'apprentissage à plusieurs jeunes dans une classe. Ces logiques éducatives auraient dû être confrontées et articulées avant qu'une action cohérente puisse être mise en place pour les enfants accueillis. Mais comment pouvait-on articuler des options distinctes sans grever l'action des uns et des autres? Comment faire vivre des projets de ministère dans une institution unique et à l'intérieur, développer un projet individuel pour chaque enfant reçu? Voilà le questionnement préalable nécessaire, si l'on veut éviter les incohérences. D'autant plus que la logique dynamique des deux approches est inverse. Dans le secteur de la protection, on définit un projet pédagogique d'ensemble, le plus souvent dans le projet d'établissement, et ensuite un projet éducatif institutionnel pour l'équipe des éducateurs et personnel pour l'enfant. Dans le secteur scolaire, on définit un projet éducatif d'ensemble pour ensuite mettre en place les pédagogies adaptées à chaque classe. Pourtant, les personnes se sont engagées et les jeunes aussi. Cet élan de vocation nouvelle permet que des actions se réalisent et après 2 ans de fonctionnement, quelques constatations positives ont pu être faites. 60% des jeunes sortant des classes relais se retrouvent dans un système ordinaire de formation initiale, et 84% sont pris en charge à leur sortie. Espérons que le cadre soit solidifié, articulé et mieux institué pour que les effets positifs de la nouveauté puissent se pérenniser dans une structure dont la contenance soit repérable dans l'articulation des autres. On voit bien ici comment il est nécessaire de considérer les articulations de contenance dans leur succession, et non seulement dans leur simultanéité. 3. L'EMSP et la superposition palliative. L'équipe mobile de soins palliatifs, rattachée au centre hospitalier de la préfecture du département sur lequel elle est mobile, m'a demandé d'assurer ce qui est appelé dans le contrat une supervision. Celle-ci est mensuelle et doit permettre à l'équipe un recul vis-à-vis des situations prises en charge. Cette équipe n'est pas un service hospitalier puisqu'elle n'a pas de lit, mais elle intervient auprès d'autres services hospitaliers du département, de maisons de retraite ou d'autres institutions publiques ou privées, ou encore dans le cadre de certaines hospitalisations à domicile. La première année de travail avec cette équipe a donné lieu à une parole sur l'équipe elle-même. Plusieurs thèmes ont pu être identifiés, tous supportés par une trame continue qui a pu être repérée comme oscillation entre le binaire et le ternaire. Il touche à l'identité, au vécu, à l'échange et au lien. Il y est question d'image, de nom et de fonction quant à l'identité du groupe lui-même, c'est-à-dire de l'équipe. Le vécu est rapporté à la réalité perceptive de l'espace et du temps, au ressenti de souffrance et d'angoisse, associé à la douleur, la mort et la perte, et à ce que les autres attendent de l'équipe face au manque, au vide ou à la carence. L'échange dans le relationnel est décliné en rituel, langage et parole, mais aussi expression, partage et acte. Le lien, lui, reste à établir chaque fois et de manière différente. Les questions de contenance s'attachent aux limites. Le lien est établi, mais entre qui et qui, de quelle manière, etc. L'équipe s'est accordée à le voir, entre parole et acte. Le travail effectué par l'EMSP concerne les patients mais aussi les familles ou les soignants, qui ont en charge la pathologie des patients. Lorsqu'il est fait appel à l'EMSP, c'est que le soin curatif n'est plus efficace. L'équipe soignante a atteint les limites de sa compétence, de son efficience. Pour autant, elle ne passe pas un relais, ne se décharge pas du malade qui reste dans le service où il est soigné. C'est l'EMSP qui se déplace. C'est là une superposition de contenants de soins, les uns curatifs et les autres palliatifs, les premiers à objectif de guérison, les deuxièmes à objectif d'accompagnement. La racine latine palliar signifie couvrir d'un manteau, ce qui explique la définition du verbe pallier qui est remédier de manière incomplète ou provisoire. La rousse, ce qui est palliatif est alors ce qui permet de détourner de manière provisoire un danger ou un obstacle. En médecine, un traitement palliatif n'agit que sur les symptômes sans s'attaquer aux causes et un soin palliatif est destiné à accompagner le malade jusqu'à la fin de sa vie. On conçoit alors que les superpositions soient un peu complexes
et provoque des conflictualisations plus difficiles à repérer au niveau des soins et des relations qui les portent qu'au niveau administratif des services du centre hospitalier. Quel est alors ce manteau, dont les soins palliatifs recouvrent l'incapacité du soin curatif à atteindre son but? Quelle est l'interaction des soins entre eux? Qu'est-ce qui leur est commun ou spécifique? Qu'est-ce qui peut alors être partagé entre les soignants, les membres de la famille vis-à-vis du patient? Toutes ces interrogations reviennent de manière lancinante. Les émotions sont semble-t-il projetées sur les soignants, amenant parfois des déstabilisations difficiles à supporter. Il est alors question de partage, de transfert de ces émotions. Là aussi, le recul est pris lorsque la parole permet de replacer des limites, des distances pour retrouver une contenance propre. On évoque alors dans l'équipe l'effort d'adaptation nécessaire dans une période de transition, où l'émotion se trouve dans des vases communicants. La superposition induit ici une certaine confusion. Le MSP doit apporter du sens dans une position de tiers et faire de la médiation, de l'intermédiaire, de l'intercession. Une des hypothèses est que cela est rendu possible parce que cette équipe est non impliquée, indépendante, hors hiérarchie. Pourtant elle fait partie du centre hospitalier. Ce sont alors les articulations de contenants qu'il faut interroger pour trouver les mots pour dire, les conventions pour définir, les actes pour soigner. C'est bien de contenance psychique dont il s'agit alors, aussi bien individuelle que collective. 4. La superposition de l'intérieur et de l'extérieur dans la psychose. Zenou est une personne psychotique qui a fait une décompensation brutale, à 21 ans, se tirant un coup de fusil dans le ventre. 2 caractéristiques principales se trouvent dans son cas activé: l'agglomération de problématiques qui sont les siennes et l'amalgame entre toutes les autres du monde extérieur. S'il est passé à l'acte, c'est parce que j'ai lutté contre un maire, dit-il. La psychose était déjà présente et avait amené une scolarisation en institut médico-éducatif avant le Cap agricole, pour prendre la suite de son père, puis l'armée où on ne le gardera pas longtemps. Pour s'installer, il faut une propriété plus grande. Une parcelle est à vendre mais un voisin la convoite, le maire du village, avec lequel la famille est en litige sur des bornages, des séparations de terres depuis plus de 50 ans. La SAFER, organisme qui s'occupe de ces problèmes de répartition, opte pour le maire. Zenou dit « Je n'ai pas pu m'agrandir à cause de lui ». La famille se résigne et lui rumine sa déconvenue. Il est embauché dans l'usine la plus proche et travaille, à corps perdu, comme son père l'a habitué à le faire sur la propriété, vite et en obéissant. Vaguement amoureux, il l'a embarrassé une fois au bal, d'une jeune fille qui travaille avec ses 2 sœurs dans la même usine que lui. Zenou se plaît à se montrer acharné au travail, mais cela lui vaut quelques réflexions ironiques de la part de ses collègues. Un jour où il se sent la risée des autres, y compris de la jeune fille qui occupe ses pensées, il découvre que le chef d'atelier pour lequel il travaille tant n'est autre que le beau-frère du maire qu'il a... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.